Bonjour, je m'appelle Stéphanie Tremblay, je suis professeure au département de sciences des religions de l'UQAM et membre active du CRIDAC au sein de l'axe démocratie et pluralisme. Les théories du complot sont sur toutes les lèvres, surtout depuis le début de la COVID-19. Les théories du complot peuvent être définies d'abord de manière très générale comme des récits alternatifs par rapport à des explications dominantes ou officielles à l'égard d'événements politiques ou historiques majeurs. Comme l'explique Pierre-André Taguieff, auteur de nombreux ouvrages sur la question, les théories du complot ont leurs entrepreneurs idéologiques, leurs courroies de transmission et leurs consommateurs, qui sont autant d'angles possibles pour les étudier et les analyser. Elles sont aussi luxuriantes. On les retrouve partout dans l'univers politique, médiatique, religieux ou l'univers de la fiction. Par exemple, on peut penser à la célèbre émission X-Files dans les années 1990, au film La Matrice, dans l'univers des productions culturelles. On peut penser à la puce 5G dans les vaccins ou au Great Reset dans l'univers politique ou encore à la théorie de la Terre plate ou creuse dans certains groupes religieux, notamment aux États-Unis. Ce qui est spécifique aux théories du complot également, c'est leur dimension manichéenne. Elles vont rejouer en effet dans la plupart d'entre elles, avec diverses variantes, la lutte entre le bien et le mal, quels que soient les groupes qui vont se voir opposer. Par exemple, il peut s'agir d'une majorité qui va cibler une minorité perçue comme puissante et menaçante, comme on le voit dans les diverses variantes du complot juif à travers l'histoire. Ou encore, il peut s'agir d'une minorité sociologique qui va viser une élite perçue comme malicieuse, comme dans le cas de l'épidémie de variole à Montréal en 1885, alors que des Canadiens français vont accuser des Canadiens anglais de les éliminer par le biais de la vaccination. Les théories du complot ne sont pas neuves toutefois. Même si on en parle beaucoup aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elles circulent depuis longtemps. On peut penser par exemple au protocole des Sages de Sion en 1903, publié par la police secrète du Tsar et qui accusait les Juifs de fomenter un complot mondial avec les francs-maçons. C'est la même chose avec le complot jésuite, le complot communiste. Donc, il y a eu différentes séquences de ces complots-là, mettant souvent en scène les mêmes personnages. Mais donc, si c'est pas neuf, pourquoi on en parle plus aujourd'hui? Bien, il y a toutes sortes de facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour mieux comprendre cette recrudescence-là, à la fois de l'intérêt des chercheurs et la recrudescence des théories ou des récits complotistes comme tels. D'abord, il y a plusieurs attentats à travers le monde qui vont bousculer l'ordre international, qui vont catalyser les peurs et les polarisations. C'est le cas avec notamment le 11 septembre 2001. Il y a aussi une érosion importante de la confiance envers les autorités publiques qui va sévir dans la plupart des démocraties occidentales et qui va brouiller les repères entre la vérité et la fiction. On peut penser à Donald Trump, par exemple, à QAnon, etc. Et on remarque qu'il y a un essor inédit des réseaux sociaux sur lesquels les théories du complot circulent massivement. Alors, il y a beaucoup d'approches aujourd'hui qui se croisent dans la littérature pour parler des théories du complot dans la recherche. Une première, qui est la plus populaire sans doute, met l'accent sur les croyances individuelles et les biais cognitifs et elle va s'inscrire dans une approche plus psychosociale. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la mentalité complotiste et on va souvent mettre l'accent sur les processus d'adhésion et de désadhésion qu'on retrouve chez les individus. Ça va aussi être l'approche de prédilection dans les dispositifs de formation scolaire ou autres et dans les initiatives de fast-checking, comme on les retrouve par exemple dans l'émission Les Décrypteurs. Ensuite, dans la continuité de l'étude des rumeurs, on va retrouver des approches plus fonctionnalistes qui vont rechercher les causes des théories du complot dans les déséquilibres sociaux, dans le dérèglement du sens collectif et qui vont analyser les théories du complot comme des manières de juguler l'angoisse et l'incertitude collective, comme on la retrouve par exemple en situation de COVID-19. Troisièmement, il y a des approches de type politique qui vont mettre l'accent sur les usages contestataires et revendicateurs des théories du complot
dans un contexte de désenchantement des promesses d'égalité et de transparence de la démocratie. On pourrait analyser, par exemple, le convoi des camionneurs d'Ottawa dans cette perspective. Les approches de sociologie critique vont, quant à elles, encore plus loin, même si elles s'appuient sur les mêmes prémices, puisqu'elles vont mettre sur le même plan analytique les discours complotistes, scientifiques et politiques pour essayer de voir comment s'opèrent les luttes sociales relatives au pouvoir et au savoir dans différents contextes. Mais elles ne fonctionnent pas avec une définition comme telle des théories du complot. Les théories du complot sont une construction sociale dans ce contexte-là. Les théories du complot et les concepts apparentés comme le complotisme, les complotistes, vont donc intéresser une panoplie de spécialistes des sciences sociales et humaines, mais il faut garder en tête qu'elles vont aussi apparaître souvent comme une arme discursive dans l'espace public qui vont opposer des locuteurs à des interlocuteurs qui peuvent être problématiques pour les personnes qui s'expriment et qui sont perçus comme des théoriciens du complot. Ce qui fait que rares sont ceux qui vont vouloir s'auto-désigner comme des théoriciens du complot en raison de cette forte charge politique qui va être accolée à eux s'ils s'expriment en fonction de ce statut-là. La plupart des personnes et des communautés qui vont s'exprimer par les discours qu'on qualifie de complotistes vont plutôt se désigner comme des chercheurs de vérité ou des lanceurs d'alerte. Alors, il est important pour les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent aux théories du complot de prendre en compte cette dimension dans leur analyse, quelle que soit l'approche qu'ils vont utiliser pour analyser cet objet. Mon propre intérêt pour les théories du complot vient vraiment de mes travaux sur les conflits de normes et les conflits de vérité en contexte éducatif, qu'il s'agisse de la question du créationnisme en éducation, des diverses controverses idéologiques que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les contextes scolaires. J'essaie de comprendre comment, à travers les théories du complot, on peut se renseigner sur l'évolution de la frontière mouvante entre savoir et non-savoir, discours scientifiques et autres régimes de vérité. Surtout comment les jeunes perçoivent ces discours alternatifs. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de l'évolution de la culture contemporaine et des radicalisations de la modernité? Alors, le projet que je mène actuellement sur ces questions-là avec plusieurs collègues nous permet non seulement de comprendre la façon dont les jeunes définissent, vont faire usage des théories du complot, mais surtout comment ils comprennent ce que c'est un savoir et comment ils se situent par rapport à la démocratie.